Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin autour de cette table, face à moi. C'est vraiment un artiste de grande qualité que nous avons ce matin, le plaisir de rencontrer, de revoir. Bonjour encore malade. Bonjour. Bon, je vous appelle comment? Vous pouvez m'appeler Fabien. Oui, tout simplement. Voilà, les présentations Grand Corps Malade, D'accord. l'acceptation est faite. Maintenant, on peut Qui est-ce s'appeler. qui vous appelle Grand Corps Malade? Essentiellement le public? Ouais, le public, ouais, des fois dans l'équipe comme ça, mais plus pour plaisanter. Non, c'est Vous les gens n'avez pas m'appellent marre Fabien. d'ailleurs de ce nom? Non, il a une histoire. Pour moi, c'est vraiment lié au slam, au début du slam dans les petits bars. C'était mon nom de scène qui était, on le sait, un peu pour déconner au début, et puis finalement c'est resté. Alors on je va l'aime parler bien. du sixième album, Plan B. On va parler évidemment aussi de votre enfance, de votre succès. 1 500 000 disques vendus. Ouais, en cumulé, ouais, on en est à peu près C'est là. énorme, vous êtes riche, ça y est. Je suis pas mal, je suis pas à plaindre, ça je peux le dire. Alors le petit bonhomme là, qui se Oh là. trouve là, il a quel âge? Je sais pas, il a quoi? Il a 4-5 ans là, non? Ouais. Ça doit être ça. Euh, Avec bien, avec une coupe- enfance sympa. Une enfance très Très. sympa, mais une coupe de cheveux très discutable. Mais bon, ça, on peut pas refaire l'histoire. Hein. Et est-ce qu'elle est discutable aujourd'hui la vôtre? Elle est un peu plus assumée. En tout cas, je l'ai choisie. Celle-là, je sais pas. Non, c'est très mignon. Il y en a d'autres. Oh là. Ça c'est les parents. Ouais, c'est les parents. C'est une Et c'est photo la grande sœur. Ouais. C'est une photo issue du clip Pocahontas où on s'est amusé à refaire exactement les photos d'il y a quelques années avec les mêmes costumes. Quel genre d'enfant vous étiez? Bon, j'étais plutôt dynamique, je crois, Ouais. très sportif, plutôt un peu casse-cou. Mais en même temps. Casse-cou Ah non, plus. Non. Moi, j'ai le droit de le dire, moi. Oui. Non, plus casse-cou que casse-couille, je crois. D'accord. Non, j'étais plutôt. J'étais un peu peut-être des fois turbulent à l'école et tout, mais non, à la maison. Bon élève? Ouais, puis bon élève, quelques facilités. Mais à la maison, non, j'étais cool. Vous auriez pu mal tourner. Non. Non, j'avais une famille trop soudée, trop Un unie, cadre familial. un cadre familial très, très stable. Non, j'aurais pas pu mal tourner. Vous avez un bac littéraire? Ouais. Ça représentait quoi, en fait, l'écriture, vraiment, pour vous? Ça représentait pas grand-chose, en fait. J'étais pas un féru de littérature. J'étais en L, sûrement parce que j'étais pas assez fort en maths. Pourtant, votre mère a été bibliothécaire. Ouais, elle était bibliothécaire et bon, voilà, je lisais des bouquins comme tout le monde en bac littéraire, mais en tout cas, c'était pas du tout ma passion. Et puis, j'ai pas souvenir vraiment d'écrire à cette époque-là. J'ai écrit quelques textes à l'adolescence parce que j'écoutais beaucoup de rap français, donc comme beaucoup, je me suis essayé comme ça, juste pour laisser des petits écrits au fond du tiroir que personne n'a jamais vus. À quoi vous rêviez? Je crois que je rêvais surtout je sais pas si c'est une carrière, mais en tout cas à du sport. Ouais. Si, le rêve caché, c'était quand même d'être professionnel en basket. Ouais. Je pense que j'y serais pas arrivé, mais bon, parce que j'ai eu mon accident à 20 ans. À 20 ans, tu sais si tu vas être professionnel ou pas, normalement. Donc, mais en tout cas, ouais, c'était mon truc. 16 juillet 1997. Ouais, l'accident. Ouais. Une date, évidemment, qui vous fait basculer totalement dans l'handicap. Vous le racontez très bien, d'ailleurs, dans le livre et dans le film Patient, un mauvais plongeon dans une piscine, pas assez d'eau, et vous voilà. Donc, Je raconte surtout la suite. ouais, bien sûr, l'accident, la on rééducation, l'évoque, mais surtout. c'est surtout Bien sûr. l'année qui suit. Combien de temps il vous a fallu pour accepter votre nouveau corps? C'est difficile, ouais, ça se compte sûrement pour l'assumer complètement, quelques années, ouais. La première année, déjà, tu es en pleine progression, bon, tu te relèves, je redeviens autonome, donc tous les espoirs sont là, sont permis. Puis après, tu te rends compte que finalement, ça va pas aller jusqu'au bout, hein, je vais pas lâcher cette béquille, je vais pas me remettre à courir. Puis après, tu acceptes ce mot, handicapé. Au départ, tu l'assumes pas complètement, tu dis non, moi je suis pas handicapé, là j'ai un problème, mais je suis pas handicapé. Je vais guérir. Oui, j'ai un problème, mais le mot handicapé, quand pendant 20 ans, tu as été très fort physiquement, il est un peu dur à assumer. Et puis oui, je sais pas, peut-être 2-3 ans pour complètement accepter le fait que voilà, ce sera l'état définitif. Qui vous a aidé à surmonter cette épreuve? Plein de gens, tous ceux... moi, j'ai pas eu besoin de voir des psys, je n'ai pas ressenti le besoin. Mais après, les meilleurs soutiens, ils étaient très proches, c'était les potes, c'était la famille. Et puis après, je me suis aussi débrouillé un peu tout seul mentalement en me disant qu'il n'y avait pas le choix, quoi. Vous êtes allé chercher donc la force pour vous battre, mais aujourd'hui, on vous voit évidemment avec votre béquille. Vous avez encore beaucoup de séquelles? Ah oui, on peut dire ça, oui. Oui, je marche pas facilement, ouais, c'est clair.
Être debout pendant 1 heure, c'est un peu compliqué. Parce que Aller c'est chercher. fatigant. Ouais, c'est fatigant. Aller chercher la voiture numéro 3 qui est à 500 mètres de quai sur les gares, c'est jamais une partie de plaisir. Bien sûr, non, les séquelles, elles sont là. Vous avez toujours des séances de kiné. Vous pensez encore progresser? Ah non, dans les atteintes neurologiques de moelle épinière, les progrès, c'est la première année. Là, ça fait 20 ans, donc non, je suis... Et vous craignez régresser? Ah bah, régresser, non. Après, vieillir, oui. Quand on vieillit, on devient un peu moins mobile. Donc, moi, ce sera un petit peu le cas, un petit peu plus que les autres. Après, c'est pas de la régression. Vous avez la nostalgie de l'effort physique? Un petit peu, mais non, pas trop. J'ai plus la nostalgie du jeu, de l'aspect très ludique du basket, enfin voilà, de la compétition, etc. Non, l'effort physique, c'est un autre effort, mais je compense. J'en fais aussi quand je suis sur scène pendant près de 2 heures et que je suis en sueur et que je suis dans mon concert. C'est un peu comme quand j'étais dans mon match, quoi. Je suis dans ma bulle et c'est un effort physique. Ce qui ne tue pas rend fort, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est une phrase de Nietzsche que j'avais utilisée dans mon premier texte qui s'appelait Cassiopée. Ouais, ça me parle. Pourquoi? Parce que je pense que toutes les épreuves font grandir, font progresser, à condition qu'elles ne te laissent pas mentalement complètement à plat. Mais voilà, ça te permet de dire que tu t'es battu, que tu as gagné que tu as remporté des victoires. Ça te permet de prendre pas mal de recul aussi sur plein d'autres choses. Donc, ouais, je pense que... Et puis quand tu es un peu affaibli physiquement, tu compenses avec une force mentale, j'imagine. Qu'est-ce qu'on apprend de ces moments de douleur? Je vous dis, peut-être cette prise de recul. On a peut-être un regard sur la vie aussi un petit peu plus positif. On prend tout ce qu'il y a à prendre parce qu'on sait qu'il peut y avoir des moments compliqués. Après la rééducation, vous avez obtenu un diplôme de management sportif. Vous avez travaillé au Stade de France. Puis vous avez été remercié. Comment ça s'est passé? J'ai été remercié, ouais. J'étais viré dans le langage plus... Voilà. Non, ouais, bon, c'est pour une bêtise, enfin un truc... où j'avais donné des cours à la fac, alors que j'étais évidemment autorisé par mon supérieur hiérarchique, mais le grand patron n'était pas au courant. Bref, ça aurait pu se calmer tout ça, mais j'ai pas forcément cherché à ce que ça se calme. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aller voir ailleurs, parce que le marketing sportif m'avait pas emballé plus que ça. Donc il y avait une dissonance avec vos valeurs? Oui, c'est-à-dire que l'événementiel sportif, dans ce cadre-là, c'était beaucoup plus de l'argent que du sport. Le sport était vraiment secondaire, on était là pour faire des sous. Donc, passer l'excitation d'assister à des grands matchs de foot et de rugby et à des beaux concerts, il restait l'aspect très financier qui n'était pas ce que je préférais. Donc, comme le slam commençait à grandir à côté, cette histoire-là, elle tombait bien. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de me faire virer et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vers 26 ans, vous commencez le slam? Ouais, c'est ça, 2003, c'est ça, exactement, 26 ans. C'est pas si jeune que ça, en définitive. Non, c'est pas jeune. À 26 ans, de se découvrir une fibre artistique, c'est pas jeune du tout, c'est sûr. Alors, la suite, allez, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, si vous le voulez bien, avec Philippe Goeppers. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Et moi, je voudrais faire un slam pour ce grand corps meurtri qui s'est trouvé une belle devise dans la vie. Ça peut schéma. C'est-à-dire que c'est pas gagné, c'est jamais gagné. Surtout quand on est condamné à ne jamais se relever, mais c'était sans compter sur un mental d'acier. Et bien sûr, de la rage, il y en a eu. Avec lui, ça peut schéma, même après le pire cauchemar. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Avec ce pseudo, pour soigner ses mots, Fabien Marceau joue avec les mots et se cache derrière des textes ciselés comme jamais. Et des pères nuls et des mères extraordinaires ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. 6 albums en 12 années, 2 victoires bien méritées et des ateliers d'écriture pour rassembler les jeunes et leurs aînés. Que la vie est belle. Quand elle est en rime, Rime du 93. pour toucher les cimes. Des rimes pour conjuguer sa vérité avec celle de son pote Bourringer. Mon Polo, mon ami Châtaigne, on va rien lâcher. Et quand Renaud est dans l'errance, Polo est le seul à lui redonner le goût des mots et la confiance. La preuve que même avec Mister Renard, ça peut schéma. Et ça marche aussi quand, après la tragédie, le poète d'aujourd'hui slame si bien Charlie. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Et avec ce stylo, il raconte avec brio son histoire, qui devient un scénar. Et là encore, il a raison d'y croire. Je me suis pété une cervicale parce que j'ai plongé dans une piscine qui n'était pas assez remplie, tu crois ça? 4 nominations au César, aucune récompense, comme quoi ça peut pas toujours schéma. Mais il reste à l'artiste concerné le 4e art, pour oser enfin chanter et chambrer le maire de Levallois-Perret. Patrick,
les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Et là, je me dis que cette belle âme de Paname, qui n'a jamais perdu la flamme, méritait bien ce petit slam. Vous avez de la concurrence avec Philippe Geppers. Philippe, le fameux Philippe. N'est-ce pas? On commence à bien se connaître. Patrick Balkany, bon, il y a eu des réactions, je sais, bien sûr. Oui. C'est une jolie provoque, enfin, ça vous amuse, ça. Ouais, ça m'amuse. Ouais. Ça m'amusait d'aller le provoquer, d'aller Chez tourner lui. ce clip juste au pied de sa mairie. Après, évidemment, le fond de cette chanson-là, il n'est pas si drôle que ça, en fait. Voilà. On se demande comment c'est possible qu'un monsieur comme ça soit déjà encore en liberté et surtout élu de la République depuis 30 ans, intouchable. Finalement, c'est pas si drôle. Mais du coup, voilà, j'ai voulu en parler comme une petite déclaration d'amour avec une petite comptine et prendre ça avec pas mal d'ironie. Il y a des ennuis derrière ou pas? Non, écoutez, pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas d'ennui. Non, tout va bien. Vous aimez bien dénoncer? Dénoncer, c'est peut-être presque prétentieux. Interpeller, voilà. Mettre l'accent sur Ouais, quelque voilà, chose, mettre d'injustice le projecteur sur quelque chose. J'essaye toujours de ne pas m'inscrire comme un donneur de leçons, mais peut-être juste, oui, c'est ça, mettre le projecteur sur des faits, en disant, voilà, en racontant les choses, plutôt que forcément porter un jugement. Des fois, il suffit de raconter les choses. Qu'est-ce que vous aimez dans les mots? C'est le sens, donc la définition, ou c'est la sonorité, la musicalité? Bah ouais, bien sûr, c'est les deux, évidemment. Le slam, c'est le fond et la forme. Et évidemment, la puissance des mots pour émouvoir, pour faire rire, pour, on disait, dénoncer ou interpeller. Évidemment, ils ont une force incroyable. Et en même temps, j'aime jouer avec la matière qui est la langue, quoi. Retourner les mots un peu dans tous les sens, jouer avec les sons. Et c'est un aspect, c'est une matière très ludique. Charles Aznavour était à votre place il y a quelques semaines et il disait pour lui l'importance des dictionnaires. Est-ce que vous travaillez avec des dictionnaires? Non, pas beaucoup. Et ça m'arrive, mais je pense que c'est lui qui a raison. Il faut y passer plus de temps. J'essaye vraiment toujours de ne pas rester sur tes mots, sur ta petite zone de confort, d'aller chercher des nouvelles rimes, des nouveaux mots. Il ne faut surtout pas jouer avec la facilité. Je pense que je devrais plus y aller. Ouais, il a raison. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des mots que vous n'aimez pas employer? A priori, non. C'est un mot, tout seul, il n'est pas forcément joli ou laid. C'est comment tu le fais sonner avec les autres qui est important, quoi. Selon vous, plan B, c'est le meilleur? Oh là, c'est dur à dire. J'ai envie de dire oui, parce que c'est souvent ce qu'on pense du petit dernier. Et puis oui, j'en suis particulièrement fier. J'ai essayé d'être très exigeant, évidemment, sur les textes que j'ai choisis. Il y a 15 textes. Et je suis très fan d'Angelo Follet, qui est l'architecte musical de cet album. Voilà, je trouve qu'il a amené beaucoup de richesse, de profondeur et en même temps beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Il y a une musique qui est très chaude, très ensoleillée. Donc oui, je l'aime bien, cet album. Alors, je reprends au bon ce que vous venez de dire. Le petit dernier, c'est le meilleur. Pour vos enfants, c'est pareil? Ah non, ça marche pas. Ça marche pas tout complètement comme ça. Quand le petit dernier, je parle plutôt artistique. Alors, vous interprétez d'ailleurs un titre pour votre second fils. Il a 4 ans. Ouais. Et donc, ça s'appelle « Tu peux déjà ». On écoute un peu. Ouais. Tu peux déjà. Et tu pourras compter sur moi et sur tes doigts. Tu peux déjà. Et tu pourras chanter celle-là. Elle est pour toi. Ça change d'avoir un deuxième enfant. Déjà, vous étiez très paternel avec le premier et le second. Oh bah oui, ça change. Une arrivée d'un enfant. Parce que ça forme une famille, là. Ouais, exactement. Puis je le dis au début de cette chanson, je dis la deuxième fois, c'est toujours la même émotion. Et la deuxième fois, c'est la deuxième révolution. C'est à nouveau une révolution. Un nouvel être vivant dans une famille, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, vous leur imposez le soir, quand vous allez leur faire un petit baiser, d'écouter votre album? Ah non, pas du tout. Non, je leur fais pas trop écouter. Et là, avec cet album-là, comme le premier va bientôt avoir 8 ans, le deuxième 4 ans et demi, puis il a sa chanson, c'est la première fois qu'il s'intéresse vraiment à mes textes, à mes chansons. Et donc, c'est drôle. Là, jusque-là, je les emmerdais pas avec ça. Et ils sont quand même très, très présents. Non pas sur la scène, ils ne sont pas là, présents sur la scène, mais vous en parlez beaucoup. Ouais, c'est un peu mon fil rouge. Ouais. Ouais. Les dialogues avec mes enfants, entre les textes, ça me permet d'amener tel ou tel sujet. Ouais. Et en voiture?
Et en voiture. Ouais. Alors, en voiture, on y est allé. C'est Philippe Goeppers et Anne Rousselet-Blanc. Ils étaient à bord de votre voiture. Et puis ensuite, on est allé direction le Trianon, où vous donniez votre concert unique. Moi, j'habite à Paris maintenant depuis 3 ans. Donc voilà, je reste, je le dis dans un de mes textes, banlieusard dans l'âme. Mais quand tu aimes les grandes villes, tu ne peux pas ne pas aimer Paris, quoi. Il y a des textes qui sont nés dans votre voiture? Sur le dernier album, ouais, beaucoup. Beaucoup. Moi, j'écris beaucoup en voiture. Pas à l'arrêt, hein, je vous rassure. Mais bien sûr, la voiture, c'est un peu ma bulle. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. C'est un peu mon bureau. Je passe tous mes coups de fil, etc. Et là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous inspirer? Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'inspiration possible. Aujourd'hui, on est concentré sur le concert. Est-ce qu'un jour de concert, c'est un peu comme un jour de match? Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a un parallèle qui me paraît évident. Les balances, c'est l'échauffement. Et évidemment, le jour du concert, c'est le match. Prêt, salut. Et là, on va faire les balances. On a du travail. C'est parti. J'entends Brassens sur un vinyle, chanson pour l'Auvergnat. J'entends l'accent de ma grand-mère quand elle chantait Ramona. Quelle qualité il faut avoir pour bosser avec vous? Déjà, si t'es un bon musicien, ça aide. Et après, humainement, il faut des bons gars, quoi. Moi, je vais te raconter pourquoi un soir je suis pas rentré. Je suis allé au café, j'ai un peu stationné. C'est un guerrier, il lâche rien. Et il répète tous les morceaux depuis le début, depuis notre rencontre en 2005, tout le temps. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi. C'est peut-être un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'ai écrit avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va les répéter dans sa loge, tous ces textes a cappella une demi-heure avant de monter sur scène. Après l'époque du ballon, j'ai cherché un temps pas long, puis j'ai quitté mon salon pour bien voir ce que nous valons. L'échauffement s'est bien passé, tout le monde se sent bien, il n'y a pas de blessure. C'est cool. Le parquet est bon, les chaussures sont bien lacées. Non, tout va bien, tout va bien. J'ai pris la syllabe au revendre. On est tous stressés autour de lui et lui, c'est le mec qui nous apaise. C'est notre médicament, Fabien. Il nous soigne. J'ai pris la syllabe au revendre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi zen? Je suis pas un grand traqueux. J'ai le trac, hein, je vais pas mentir, surtout ce soir. C'est la première à Paris, on le disait, il y a tous les proches dans la salle, il y a la petite pression en plus. J'ai cette montée d'adrénaline, mais en même temps, elle est nécessaire, quoi. C'est l'envie de bien faire. Et votre tenue de scène, c'est celle-là? C'est un polo noir. Je suis pas très sap. C'est-à-dire que moi, souvent, la tenue de scène, c'est plutôt la tenue du matin, tu vois. J'ai mis le même jean qu'hier, basket. Et après, je fais un petit effort, un petit polo noir, un petit peu avec un petit col, quoi. C'est la tenue de lumière. On peut être timide, ou on peut parler fort. De toute façon, on sait qui décide, c'est le langage du corps. La scène, c'est là où tout se passe, en fait. J'ai l'impression que c'est au moment où je suis sur scène que je fais mon métier. L'adrénaline de la scène, oui, il y a ce besoin de monter sur scène. Et du coup, il y a un phénomène de manque. Quand la tournée est terminée et que pendant plusieurs mois, t'es pas monté sur scène, ouais, ça te manque. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur. Qu'est-ce qui peut vous déstabiliser? Pour ses prochains. Plein de trucs. C'est un moment de spectacle vivant, tout est fragile. Il peut y avoir une pensée qui me trouble ou alors des fois je me prends à ma propre émotion d'un texte et puis du coup ça peut me perturber sur les phrases d'après. Mais en même temps, c'est ça la magie de la scène. Rien n'est parfait. Il peut y avoir une bafouille, un trou de mémoire, un truc. Tout est possible. Merci le Trianon, merci beaucoup. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe. Comme un besoin. C'est la fin du match. On va au vestiaire. On va pas débriefer tout de suite. On va dire qu'on a gagné le match, donc on va fêter ça, on va boire des coups. Et puis après, on débriefera pour être encore meilleur au prochain match. Vous parlez d'émotions, parfois vous êtes pris par votre propre émotion. Ouais, ça peut m'arriver, ouais. Quand il y a un public, j'ai l'impression, à chaque fois, c'est la magie de la scène, c'est que je n'ai pas trop l'impression de me répéter. Ça peut être la 60e date de concert. Comme je le dis face à des gens, je me dis qu'il y a des gens là qui l'entendent pour la première fois. Et du coup, voilà, j'ai l'impression de leur livrer pour la première fois. Donc du coup, je suis dans ce que je dis, je pense à ce que je dis. Et puis des fois, ouais, je peux être ému par une image que je ressens. Et oui, ça peut des fois être troublant. Alors, souvent, c'est plutôt bon signe, hein. Quand tu es ému par ton propre texte, c'est que tu es bien dedans et qu'en principe, ça veut dire que tu es bien dans ton concert. C'est sûr. L'image de Yana, elle vous est venue comment? Elle est venue en voyant vraiment ces personnes qui sont au feu rouge, ces réfugiés. Alors Yana, elle est syrienne, des réfugiés, évidemment, il y a des Afghans, il y a des Érythréens. Mais le but, justement, c'était d'arrêter de dire juste des réfugiés. Le but, c'est pas de faire un texte sur les réfugiés. C'était de redonner un nom
une origine, un métier, voilà, de redonner un parcours à ces gens dont on ne parle pas beaucoup, quoi. Un extrait. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Vous êtes allé à Ivry, vous êtes allé à la Porte de la Chapelle, vous les avez rencontrés, vous avez tenté de discuter avec eux. Qu'est-ce que vous avez appris, hein? On a appris un peu leur situation. Alors, Porte de la Chapelle, c'est un centre où les gens restent qu'une dizaine de jours, il n'y a que des hommes. Et après, celui d'Ivry est peut-être encore plus touchant, parce qu'il y a des familles, donc il y a des enfants, même des enfants très jeunes. Et là, ils peuvent rester plusieurs mois en attendant de trouver une autre destination. Donc oui, le dialogue n'est pas facile, il faut des interprètes. Mais on y a passé un peu de temps, on est allé préparer ce clip. Évidemment, le but, ce n'était pas juste de filmer des gens sans leur parler. Et puis, on y est retourné après, leur montrer le clip avant que les autres le voient. On a encore des projets avec eux. Je dois aller faire des ateliers parce qu'à Ivry-sur-Seine, il y a carrément une école avec des enfants qui ont entre 5 et 18 ans. Donc, on va aller faire des petits ateliers slam. C'était une belle expérience. C'était bien. Vous vouliez les incarner. Ouais, c'est ça. C'est le but du texte. Le but du texte, voilà, c'est d'incarner, de redonner leur part d'humanité. C'est des êtres humains qui ont un parcours. C'est pas juste ce mot réfugié, cette masse dont on ne sait pas trop de qui on parle. Donc le clip, c'était ça aussi. Le clip, à chaque fois, on voit un portrait, on met la profession. Souvent, c'est ça qui marque. C'était l'idée aussi de Mehdi Idir, qui a réalisé ce clip, qui est justement de continuer le portrait, en fait, et de faire ces travelling avant au ralenti pour vraiment s'intéresser au regard et à qui ils sont vraiment. 4 nominations au César, vous êtes reparti bredouille, pour Patient. C'est rallonge, non? Oui, sur le moment, on est un peu déçus, mais vraiment... Moi, j'étais déçue pour vous. Ouais. Non, il n'y a pas de scandale. On est tombé sur une belle année. Hein. Il y avait des beaux films en face. Notre seule vraie chance, c'était meilleur premier film. Hein. Sur les 3 autres, il y en a un qui a tout raclé. Oui, il s'en va battement à tout rafler. Petit Paysan, on a eu 3 quand même. Dupontel avec Au revoir là-haut, voilà, ils sont 2-3, c'est de partager le gâteau, quoi. On aurait bien aimé avoir une toute petite part, des quelques miettes. Mais voilà, franchement, on était contents d'y être. On a mis des smokings, moi qui ne suis pas très sape. Et puis les acteurs aussi, on a mis des costumes, on s'est bien Et vous aviez prévu un petit blabla? Pas grand-chose, voilà, au dernier moment avec Mehdi, parce qu'en plus on est 2 réalisateurs, donc il fallait au moins s'organiser, qui commence, qui dit quoi, mais franchement on ne l'avait pas trop préparé. Alors Mehdi, c'est un grand malade, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez voir, on est allé le voir, enfin Philippe l'a rencontré, et puis on a rencontré aussi Alban Ivanov. Ah oui, lui c'est un grand malade, hein? On est d'accord. Oui, humoriste, comédien, il joue d'ailleurs dans le film, il joue aussi dans Le sens de la fête. Ouais. Alors tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous. Aïe, aïe, aïe. Attention, c'est bon? Fabien, pour moi, c'est vraiment mon frère, en fait. Mais vraiment, au sens premier du terme. Professionnellement et humainement, il a une ligne de conduite qui est magnifique. C'est un de mes êtres humains préférés. Il est très, très zen, en fait. Vraiment. C'est flippant d'être aussi zen que ça. C'est un survivant, le mec. Donc ça veut dire, lui, rien qu'en le regardant, tu sens qu'il a déjà fait une guerre. Quand t'as vécu ça, tu peux qu'apprécier le moment présent. À chaque fois qu'il a eu un projet ou un truc que tu vas faire, tu sens pas une once de doute qu'il va pas aller au bout. Il est déterminé. Dans son travail, il est efficient, c'est-à-dire qu'il est à la fois efficace et en plus au moindre coût, c'est-à-dire que ça va vite, tu vois, ça va très très vite. Je l'ai déjà vu écrire des textes devant moi, qui sont dans des albums, des textes qui ont fonctionné, et ils ont écrit dans le train en 1 heure d'une traite devant moi. Il a la culture de la banlieue, du hip-hop, il a le verbe. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle a pas de cœur et que mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. La première fois que j'ai vu ce texte-là en live, j'ai dit lui, il est fort. C'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses, il n'a pas besoin, juste déjà sa présence. Là, il fait 3,00 m. Il est beau, il est très beau. Il a un regard de ouf, donc du coup, ça captive les gens. Il n'a rien besoin de faire, en fait, c'est très bizarre. Des fois, il est ringardos, hein. Ah ouais. Moi, je l'ai vu faire le DJ à une petite soirée. Bah là, on était dans la queue le Francky Vincent. Et oui, il aime bien dans les soirées mettre des sons de merde. On doit se le dire clairement. Mais c'est du second degré.
j'ai vu un côté plouc chez lui que je connaissais pas, mais dans lequel je me suis très très bien reconnu. En premier degré, il aime bien la compagnie mais j'aime aussi. Et du Gilbert Montagny, on veut tu en voilà, les Sunlight des Tropiques. Ah non, il nous a tout fait. Un grand DJ français ce soir. Et Alban, d'ailleurs, qui sera à l'Olympia le 28 et le 29 avril, vous irez. Et même hein. le 30, je crois. Il a Le ouvert 30 aussi. je crois qu'il a, soirs. il a ouvert une 3e date, ça cartonne partout, Alban. On le connaît depuis très longtemps avec Mehdi. Depuis 12 ans, on faisait des conneries déjà dans les bars, à faire des petits sketchs et des petits slams. Et aujourd'hui, il explose, il est dans plein de films. Et sur scène, c'est en train de devenir tranquillement un des patrons du one-man show français. C'est comme notre petit frère, c'est une grande fierté de voir Alban comme ça. Et dites-moi, vous êtes un plouc? Ah ouais, j'ai adoré le côté. Là, ils vous ont bien chambré. Hein. Ouais, là, les fins de soirée, je suis redoutable. Faut pas me laisser les platines. Je suis capable de mettre une ambiance très bizarre. Je voudrais quand même que vous arriviez à nous slammer ça, s'il vous plaît. Allons bon. Ouais. Ah, la danse des canards, ah ouais, là, on est bien. Il y a de la rime, hein, ça devrait passer. C'est la danse des canards qui, en sortant dans la mare, se secouent les bas des reins et font coin-coin. Fait comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin-coin. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin-coin. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Je pense que là, vous allez vous faire chambrer pendant quelques semaines. Ouais, je suis prêt. Là, Alban est en train de vous regarder, Mehdi Alban, aussi. Mehdi. Voilà, c'est ça. Vous avez mis 2 grands malades pour Alban et Mehdi. Oui. Ils ont été super sages. Ah oui, je peux dire ça qu'ils peut être pire. ils sont capables d'aller très loin dans leur Mais c'est délire. le gang des bonnets, d'ailleurs, j'ai remarqué. Ouais, ils sont très bonnets. Mehdi est très bonnet. Bon, d'accord. Mais je les remercie, les gars. Ouais, j'imagine. De les Mais vous êtes entendre en train de préparer un nouveau long métrage avec Mehdi. ouais. Là, cette fois, on l'a coécrit. Voilà, ça va être sur un collège en banlieue parisienne. Et on l'a coécrit, on va le co-réaliser. On est en train de monter le casting. Voilà, Est-ce que vous allez jouer dedans? Non. Toujours pas? Non, toujours pas. Non, c'est pas le but. Déjà, réaliser un film, même si on est 2, c'est déjà un chantier énorme. Donc on va se contenter d'être derrière la caméra. Ça s'appellera comment? Une vie scolaire? Ça s'appelle La vie scolaire. La vie scolaire, hein. Ouais. Vos textes, ils sont étudiés dans les écoles. Ça, c'est une fierté? Bien sûr, ouais, évidemment. Ouais, c'est un honneur incroyable. Ça me fait, je le disais, des fois, ça me fait peur. J'ai peur qu'au bac français, des élèves tombent sur un de mes textes et 6 sur 20, et toute leur vie, ils vont dire j'ai eu 6 sur 20 à cause de Grand Corps Malade. Voilà. Souvent, des fois, on dit c'est à cause de Montaigne, à cause de machin. Bon, là, ce sera à cause de Grand Corps Malade, c'est la classe, mais quand même, il n'aura eu que 6 sur 20. Mais non, bien sûr, c'est un bel honneur. Quand vous voyez la guérison, vous savez, inexpliquée de Sœur Bernadette, de miracle, la 70e miraculée de Lourdes, elle a été gravement handicapée pendant 40 ans et puis soudainement guérie. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'y songer pour vous? Ah non, je suis trop cartésien pour ça. Enfin, là, vous avez cité 2 miracles. S'il y a 2 miracles sur l'histoire de l'humanité, il y a quand même peu de chances que ça me tombe dessus. Donc, non, non, ça c'est assumé et tout. Voilà, je ne vais pas imaginer d'autres choses. Mais est-ce que vous pensez quand même que grâce au progrès de la médecine, notamment la technologie, les choses pourraient être facilitées pour vous? Oui, mais pas pour moi en fait. Enfin, si on rentre un peu dans le détail, moi je suis debout, je remarche, il y a un truc très fragile qui s'est mis en place, mais qui fait que ça marche. La moelle épinière, c'est un truc un peu compliqué, et là, il y a un truc qui passe, il ne faut surtout pas le toucher. Évidemment, on va plutôt tenter des choses sur des gens qui ont la moelle épinière sectionnée, qui n'ont plus rien à perdre malheureusement, et là, les progrès vont surtout dans leur sens. Moi, avant qu'on s'attaque à un truc qui est fragile et qui marche déjà à peu près, je pense qu'il va se passer pas mal de décennies, donc non, j'y pense pas. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon slameur? Il faut avoir envie de raconter des histoires, il faut aimer déjà écrire. Le slam, c'est de l'écriture. Voilà, on parlait du fond et de la forme, c'est un travail vraiment sur les deux. Il faut raconter une histoire et puis il faut aimer le rythme, la sonorité des mots. Et puis après, il ne faut pas trop tricher. Si on revient évidemment à la base du slam, le slam, c'est sans musique, sans artifice, sans costume. C'était déjà le cas, ça m'allait bien. Et du coup, ce côté a cappella, le texte à nu, tu ne peux pas trop tricher, tu ne peux pas te cacher derrière une musique, un refrain, une mélodie. Donc le texte, c'est pour ça qu'il est important. Mais vous avez pris plaisir à chanter, parce qu'on entend votre voix chanter dans 3 titres. Hein. Ouais, j'ai pris plaisir. Je continuerai de slammer. Je ne veux pas devenir que chanteur sur le prochain album ou dans la prochaine tournée. Mais ouais, j'ai ouvert une porte qui me plaît bien, qui est sympa. Et de temps en temps, pour une chanson ou pour un refrain,
c'est très agréable. D'ailleurs, là, on a commencé la tournée et on entend voilà, le public qui reprend le refrain avec moi. Moi, ça m'était jamais arrivé. C'est un vrai bonheur. Vous avez fêté vos 40 ans. Ça fait bizarre ou pas? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, dans ma tête, j'ai 27 ans. Quoi. Oui, c'est bizarre de se dire qu'on a 40 ans. Mais après, bon, l'important, c'est d'avoir 27 ans dans la tête. Vous interpréterez un titre tout à l'heure, mais je vous emmène tout d'abord aux deux ados. Ça marche. D'accord? Deux ados avec vous, Encore malade, et des réponses du tac au tac. Si vos enfants vous demandent votre définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis qu'ils vont vite découvrir ça, mais j'aurais tendance à être un petit peu bisounours et leur dire c'est ce que j'essaye de vous donner tous les jours. Un-tu l'amour rédhibitoire pour vous? Chaussettes claquettes? Par exemple. Quel est le numéro dans votre smartphone qui nous ferait pâlir de jalousie? Il y en a quelques-uns. Allez, Renault, on reste sur Renault. Pas mal. Charles Aznavour, Charles Aznavour, c'est pas mal. Bien aussi. Un cauchemar récurrent? Le trou de mémoire total sur scène, mais même j'arrive mais c'est pas si récurrent que ça, mais je l'ai bien fait 2-3 fois, souvent un peu avant le début de la tournée, où en fait tu arrives sur scène et t'as pas du tout prévu que tu allais être sur scène et t'es à l'arrache. Le compliment qui pourrait vous faire rougir? De plaisir? Ouais, un compliment sur le physique, c'est les plus durs à recevoir, je trouve. La critique qui vous a le plus blessé? Ouais, c'était sur le deuxième album, elle disait que j'étais arrivé au bout de l'exercice, que j'avais plus rien à dire. Non, c'est que mon deuxième album, j'ai déjà plus rien à dire, c'était quand même pas terrible. C'est bien, on en est à 6. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Non, je me sens bien en tant que garçon. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? J'irais me balader dans les rues déjà, voir si en effet les regards sont si compliqués à recevoir, parce que je pense que c'est le cas. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? La famille. Qu'y a-t-il de plus réac en vous? La famille. Un code social qui vous agace, une convention? Les vœux du mois de janvier. On est 28 janvier, on a encore le droit de dire bonne année, oui. Bon, ok. Votre geste le moins écolo? La voiture. Je passe beaucoup de temps en voiture. Si vous aviez les clés de l'Élysée, comme ça, pendant quelques heures, qu'est-ce que vous feriez? Une grosse soirée. Je ferais venir pas mal de gens qui n'ont pas accès. La dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Il y a quelques jours, quelques semaines. Après, ça dépend comment tu le dis. Et vous le dites comment? Des fois, j'écris des chansons. Par exemple celle-ci? Ouais, par exemple. Dimanche soir? Ouais. Dimanche soir, c'était un cauchemar pour vous, jusqu'à présent? En fait, non. C'était, pour revenir à l'origine de ce texte-là, c'est pour elle que que le dimanche soir faisait peur. C'est elle qui m'a soufflé le thème. C'est pour ça que je dis dans la chanson, c'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Pour Julia, votre amoureuse. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème.
Parce que je te chambre sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elles. Parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Bruno. Merci, c'est bien sûr extrait de cet album de Grand Corps Malade, Plan B, et je vous conseille vivement. D'ailleurs, ce soir, vous serez à Maison-Alfort. Alors, il y a une tournée là qui démarre pour vous. Vous aimez bien, vous, la scène. Ouais, bah oui. Oh, bon, vous êtes complètement dans votre élément quand Ouais. vous êtes sur scène. C'est bien ça. Ouais. Je voulais vous demander, qui est Élise Oudingil? Bah, Élise Oudingil, c'est l'artiste peintre qui expose là derrière nous. Et voilà, que je connais et que j'aime beaucoup. En plus, elle a tous les talents, elle chante aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ses toiles. Et du coup, je suis très content de les voir. Je vous invite à aller vous renseigner. Parce qu'elle a plein de collections avec des styles différents. C'est très, très beau. Elle a travaillé pour la haute couture aussi. Ouais, elle a commencé par ça, exactement. Ça. Alors, elle joue avec les transparences, les superpositions, d'effets, comme une broderie, en fait, sur la toile. Et elle crée un lien entre les mondes du textile et de la rue. C'est comme ça qu'elle définit son travail. Élise Oudingil. Elle fait aussi du travail de peinture sur des photos existantes. Et puis, elle s'amuse aussi à faire du sur-mesure. Elle peut faire des cadeaux pour une naissance, pour un mariage. On lui donne des éléments. Et puis, elle va faire une peinture sur mesure. Ouais, ça, c'est assez incroyable. Formidable. C'est le SIDAction ce soir. Mhm. Je vous donne le petit ruban. Je prends. Allez, petit ruban. Petit ruban. Voilà. Important, bien évidemment. Ce soir, il y a une soirée spéciale à partir de 20h50 sur France 2. Vous engagez, vous, notamment pour les enfants victimes du cancer. Ouais, je suis parrain d'une association qui s'appelle Sourire à la vie, qui accompagne des enfants malades du cancer. Vous êtes très engagé. Le SIDAction, ce soir, à 20h50. Demain, on retrouvera Isabelle Carré. Bien sûr, et c'est le changement d'heure demain. Ah oui. Vous saviez ça? Eh ben non, merci. Merci Catherine. Et puis samedi en 8, c'est Tatiana de René qui sera Tatiana de René avec son nouveau livre, et on parlera évidemment littérature. Portez-vous bien. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. De même, vraiment, merci. Vraiment. À vous. Et puis plan B. Ouais, vraiment, je vous le conseille. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de Thé au Café. Portez-vous bien. Merci de votre confiance. Et puis, on va faire un petit selfie quand même, parce qu'il y a une petite tradition quand même dans l'émission. Vous devez en faire plein, non? Ça arrive pas mal. Ouais. Tout le temps. Et vous vous y prêtez bien? Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Ça va, c'est pas une contrainte trop fatigante. Bon, d'accord. Alors, on y va. Au revoir. À demain. She